Et moi, je suis développeur, j'ai fait l'NCMag, qui existait avant 42. 42 n'existait pas à mon époque, je suis désolé. Et j'ai fait beaucoup de développement logiciel et à un moment donné, je me suis intéressé à la façon dont on fabriquait et on automatisait la livraison et la fabrication de logiciels. J'ai travaillé principalement pour des éditeurs logiciels. Il n'y avait pas encore trop de pure player web à mon époque non plus. Je suis désolé. Et donc, chez les éditeurs logiciels, j'ai découvert des pratiques de livraison du logiciel qui étaient assez intéressantes pour moi. Et je me suis vraiment focalisé un petit peu là-dessus pendant pas mal de temps. À l'école, j'avais fait un DEA d'interface homme-machine, donc m'occuper un petit peu de ce qui se passe entre les humains et les machines et leur incompatibilité profonde. Mais au sein du développement logiciel, finalement, j'ai fait un peu d'ergonomie du poste du développeur. M'occuper de qu'est-ce qui fait qu'un développeur peut travailler dans de bonnes conditions. C'est un petit peu ça que je vais essayer de vous raconter comme histoire autour du thème de l'usine logicielle. Donc ça, c'est une présentation. Bon, je voulais retravailler un petit peu pour vous, mais je n'ai pas eu le temps. Mais c'est des cours que je donne à l'université de Rouen en M2 sur l'usine logicielle. On fabrique une usine logicielle. On avait parlé un petit peu avec Antoine de faire un petit atelier. On verra si ça vous intéresse. Mais en M2 à Rouen, je fais une heure là où je présente toutes les bases de l'usine logicielle. Et après, on part sur une après-midi où on apprend à monter une usine logicielle tous ensemble en partant de rien, sans doc, sans plan, sans rien. Et on essaye vraiment de monter tous les éléments d'une usine logicielle en ayant un peu compris le pourquoi du comment. L'idée que j'ai du travail d'un développeur, c'est on est une cheville ouvrière entre la partie business qui a des idées de business à faire, mais ce n'est pas forcément comment les faire au niveau logiciel. Nous, en développement, on les fabrique. Et derrière, il y a des ops pour les mettre en production, gérer les serveurs, opérer tout le système. Bien évidemment, on essaye de faire casser les murs qu'il y a entre les deux. Donc il y a de plus en plus de gens qui essayent de s'occuper de l'ensemble. Donc plus l'entreprise est petite, les startups, quand on est tout seul, on a tous les métiers. Quand on est dans une grosse entreprise, elle se structure de manière un petit peu en silo où chaque métier est séparé et des murs de plus en plus épais se construisent. Mais ça va vraiment à l'encontre de la livraison du logiciel. Donc nous, notre objectif, c'est de gagner de l'argent tous ensemble le plus vite possible. Et je me demande bien pourquoi on a construit des murs au milieu. Donc c'est un petit peu ça qu'on essaye de traiter. L'idée, assez simple, c'est que l'agilité vient taper ce mur-là, donc de vraiment aider le métier à travailler avec les développeurs. Et la notion qu'on appelle DevOps vient s'attaquer au même mur qu'on a découvert bien plus tard entre les devs et les ops, qui finalement ont des métiers différents, des approches différentes, une gestion du risque différente. Donc c'est un peu large, mais l'agilité est ici, DevOps est ici. Et moi, je vais essayer de vous parler un petit peu de ce qui se passe par là. Alors, j'ai référencé 3 méthodes pour livrer du logiciel. La première, probablement la vôtre, ce serait plus logique, et c'était celle que je référence chez les étudiants, c'est à l'arrache. Il y a une norme ISO 1664 qui existe pour ça. Et l'idée, c'est qu'on fait tout à la main au moment où on en a besoin, sans forcément chercher à avoir un processus qui se reproduit. Et on gère en fonction de ce qu'on va découvrir. On n'est pas dans de la planification. Et on peut être étonné jusqu'à quand ce système-là peut durer. Il y a des entreprises qui ont 10 ans, des éditeurs logiciels qui ont 15 ans, qui fonctionnent assez loin et assez longtemps, comme ça, sans vrai processus industrialisé. Alors, quand on a des sites web et compagnie, on est un peu plus poussé à le faire, mais quand on est chez des éditeurs qui livrent une fois tous les 3 mois ou une fois tous les 6 mois du logiciel, il y a plein de choses qu'on fait à la main sans forcément chercher à les processiser. Et l'idée, c'est, il y a des petites odeurs qui ont, c'est... on demande une livraison par mail un beau matin. Tiens, aujourd'hui, on va livrer. Ça, je l'ai déjà vécu. Ah bon, ok, on va livrer aujourd'hui. On va essayer de faire en sorte.
On teste principalement ce qu'on vient de fabriquer à la main et on n'a pas forcément un plan de recette. Le binaire fabriqué par le développeur sur son poste pour être livré officiellement à des clients. Ça, je l'ai vécu chez des éditeurs où on était plutôt 25. C'est pas nous en ce moment, mais je l'ai vu. Et après, on découvre des animaux en production. Alors, pris hors contexte, ça arrive partout, mais on découvre des problèmes qu'on n'aurait pas dû découvrir en production un peu tard, quoi. Qu'on aurait dû découvrir plus tôt. Et on a surtout beaucoup de régressions, de bugs qui ont été corrigés, qui reviennent parce que les principes ne sont pas bien appliqués. Ça, c'était pour rigoler un petit peu. En fait, c'est surtout au début des projets qu'on tout se passe bien. Et après, il y a vraiment une boucle bizarre entre je sais ce que je veux faire et ça marche en production. Là, il y a beaucoup de complexité. C'est à ce moment-là où c'est intéressant de chercher à comprendre comment s'organiser. La différence, moi, sur la partie à l'arrache, c'est pour des gens qui travaillent plutôt tout seuls ou très rarement ensemble ou une seule fois, un groupe qui est monté une fois en hackathon ou pour un projet unique que vous auriez à faire. Voilà, on n'a pas besoin de le refaire plein de fois. Mais il y a bien des signaux d'alarme que on fonctionne un petit peu en amateur. C'est quand là le gPsyn, alors ça marche chez moi, ça c'est un très très bon signal. Quand quelqu'un dit ça marche chez moi, là vous dites qu'il n'y a rien qui vous donne une idée de est-ce que objectivement le logiciel fonctionne ou pas. Il doit y avoir des configurations manuelles à faire. Donc la personne va répondre mais attends, t'as pas fait telle configuration. Ou attention, t'as dû oublier ci, t'as dû oublier ça. Donc cette phrase-là, c'est la plus clé en fait du ça marche chez moi. Ça veut dire que vous n'avez pas de référentiel contre lequel vous vous assurez qu'il n'y a pas de problème, quoi. Jusqu'ici, tout va bien. C'est plus un état d'esprit. C'est-à-dire qu'on attend le dernier moment pour découvrir que ça va mal. gPsyn, c'est le sysadmin qui doit livrer le produit en prod et qui sait que ça ne va pas marcher. Il essaye d'éviter d'avoir à faire lui-même la livraison. C'est pas votre piscine, c'est une autre piscine. Attends, je regarde dans le code. Ça, c'est quand on ne sait pas ce qui s'est passé. Un développeur, quand on lui dit ça marche chez moi, attends, je vais aller voir qu'est-ce que le code est censé faire et on va regarder. Donc c'est plus des odeurs que j'essaye de vous donner ici. Donc, le résumé de l'arrache, pour moi, c'est on ne fait pas de sauvegarde, on fait tout manuellement et on livre manuellement. L'idée, c'est qu'on essaye d'aller un cran plus loin après, d'avoir un peu plus de qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait s'organiser. Quand on est plus de développeurs, on travaille plus souvent ensemble, on est plusieurs semaines ensemble, on est une équipe de développement de 5, 6, 10 personnes, et on sait qu'on va avoir à assumer nos bêtises. L'idée, c'est qu'est-ce qu'il est raisonnable de faire. Un build automatisé, donc savoir un endroit indépendant des machines des développeurs sur lequel le code source est récupéré, buildé, assemblé, jouer des tests, déployer automatiquement. Donc, je ne connais pas du tout votre niveau de maturité en développement logiciel, donc je repars des bases complètement, ne me lancez pas de pierre. Mais il y a des endroits où ça n'est même pas appliqué, où on n'a pas forcément de tests. Les déploiements sont plutôt faits à la main, mais là, il y a des parties sur la raison, sur l'usine logicielle. Tout ça, c'est les fondamentaux non négociables. On doit avoir un endroit autonome, comment je ne sais plus comment j'ai appelé ça. Ça ne doit pas être une des machines de développeurs. C'est un lieu agnostique où on peut savoir si ça marche ou pas, factuellement, hors toute configuration manuelle sur une machine. Ou alors on applique la checklist de ce qu'il faut faire pour configurer une machine, mais c'est une machine objective. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. C'est sur une machine objective, on a besoin, quand on travaille à plusieurs, 3, 4,
il faut une autre machine objective pour savoir si ça marche ou pas. Sinon, vous pouvez passer des heures et des heures à essayer de comprendre pourquoi ça marche chez l'un et pas chez l'autre, alors que les deux sont foireux. Ça arrive et ça, c'est pénible. Test automatisé, c'est essayer d'avoir un jeu de test pas qui montre que ce que vous venez de faire est bon, mais plutôt qui montre quand il y a des problèmes. Donc c'est la différence entre des tests d'acceptance de nouvelles fonctionnalités et des tests de régression de choses qui sont arrivées dans le passé ou qui vous montrent si le chemin critique est cassé, il faut le savoir. Donc ce n'est pas forcément des tests que vous venez d'écrire par rapport au nouveau code. Et nous, c'est ce qu'on a chez les Furets. On a des tests automatisés, principalement de non-régression. On teste à la main les nouvelles fonctionnalités. Et on a 40 000 tests unitaires et 200 tests Selenium qui sont de la non-régression, de problèmes qu'on ne veut pas voir revenir ou qui testent le chemin critique. Ça, un test Selenium, c'est un test automatisé de navigateur. C'est un PhantomJS ou c'est un cheminement, mais de navigateur réel, quoi, où on clique vraiment sur les boutons navigateur. C'est l'automatisation du navigateur, quoi. Et ça, c'est très pénible. Même en automatisé. Donc le faire à la main, c'est horrible. En automatisé, Selenium, moi j'en parlerai un petit peu plus loin, je pense. C'est un passage obligatoire, parce qu'il y a plein de bugs qui arrivent que dans le navigateur. Donc il faut pouvoir le tester. Il y a BrowserMob, il y en a pas mal d'autres qui existent. Déploiement automatisé, c'est pareil. Le binaire qui a été assemblé, moi, je recommande vraiment à ce que le déploiement soit fait pas par une personne qui va jouer ou lancer des commandes. Et puis, de plus en plus, on a beaucoup d'outils. Il faut que le serveur soit déployé selon un standard le plus automatisé possible. Comme ça, si ça ne marche pas, on sait exactement pourquoi. L'objectif, c'est vraiment reproductibilité. Que tout problème arrive systématiquement ou n'arrive pas, mais que ce ne soit pas aléatoire. C'est vraiment l'idée d'avoir une machine totalement indépendante, dédiée à ça, sur lequel tout est automatisé. Comme ça, s'il y a une erreur, on peut exactement trouver assez simplement, avec de la dichotomie ou pour savoir ce qui a changé, mais d'où viennent les erreurs. Sinon, c'est assez terrible. Et dès qu'on fait des changements, le plus souvent possible, refaire passer les tests, refaire le déploiement, refaire passer l'ensemble. Nous, on a un fonctionnement où chaque développement est fait en fait séparément les uns des autres, et ils sont tous testés séparément les uns des autres, et après ils sont retestés tous réunis ensemble. On a été un petit peu extrême chez les Furets, mais on a des tests de chacun des développements séparément et tout regroupé. Intégration continue, test unitaire. Visible, c'est-à-dire qu'il faut aussi partager le résultat des tests unitaires. C'est-à-dire que si ça casse et que personne ne le voit, c'est dommage. Ou si ils sont cassés, mais on sait pourquoi, on les laisse dans le rouge, c'est pas grave, et qu'en fait il y en a un qui était caché, qu'on voit pas et qu'on aurait dû voir, c'est pas bien. Donc il faut qu'il soit visible et toujours dans le vert. En fait, on a vraiment un modèle de programmation où on essaye de travailler par des améliorations continues et qui ne cassent pas l'ensemble du système. Donc ça nous pousse à aller dans un modèle plutôt incrémental d'évolution du système plutôt que de tout casser, où on a tout qui est rouge, et avant de retrouver un état vert, c'est difficile. Donc là, ça nous pousse vers une amélioration continue du système. Corriger les bugs et les tâches, ça j'en reparlerai après. Corriger les bugs, bonne gestion des bugs, c'est-à-dire bien tracer les bugs qu'on a. Les tâches, c'est comme vous voulez, parce que si vous ne les faites pas, il n'y a rien de très grave. Mais c'est surtout, j'ai envie d'enlever ça et de garder que les bugs connus. Si vous ne notez pas les problèmes connus dans le système, vous risquez de retomber dessus régulièrement ou d'oublier qu'il faut le corriger ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment un réflexe d'une hygiène d'équipe de développement. Parce qu'il y a vraiment travailler tout seul, travailler en équipe une fois, travailler en équipe souvent. Et c'est vraiment ça que j'essaye de traiter par l'usine logicielle, c'est travailler en équipe souvent, parce que ce qu'on veut, c'est éviter de retomber sur les mêmes problèmes régulièrement.
ce dont je parlais, c'est des problèmes qui reviennent. Moi, ma hantise, quand j'étais chez Exoplatform, un éditeur, on avait plein de clients sur lesquels on avait des patchs qu'on faisait par client, parce qu'on ne voulait pas redéployer à tous les clients tous les systèmes. C'était un choix. Ma hantise, c'était que quand on corrige un nouveau bug, on ne reparte pas de la bonne base de code, que du coup, on perde les correctifs qu'on lui avait déjà faits, et que du coup, on lui relivre des bugs qui étaient corrigés. C'est pour ça que je marquais ça avant, des bugs qui reviennent, parce que on n'est pas reparti de la bonne base de code, parce qu'on n'a pas forcément bien géré nos bugs. Donc c'est s'assurer qu'on part d'une base de code assez saine. Bon, après, ça, c'était plus un bonus. Je dirais que c'est plus que du raisonnable, mais il y a pas mal de bugs qu'on peut trouver grâce à de l'inspection de code en avance de phase. Ça, je l'enlèverai plutôt maintenant. Ça, c'est vraiment le raisonnable. Je vais en reparler après. C'est le non négociable. C'est-à-dire, c'est vraiment, quand on travaille en équipe, si vous n'appliquez pas ces principes-là en équipe, vous allez vous engueuler assez rapidement. Alors, vous engueulez peut-être déjà assez rapidement, j'en sais rien. Mais sans ça, dans une équipe de développement assez grosse, je ne vois pas comment fonctionner. Ou alors, vous allez vous séparer les zones de code. Chacun va s'occuper de son coin carré, mais de son pré-carré. Mais pour moi, vous n'êtes plus une équipe de développement, c'est une association de développeurs de certaines parties. Quelqu'un va faire que le front, l'autre que le back, et on va s'engueuler que sur l'API. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment une équipe qui travaille sur la même base de code. Là, je parle vraiment d'équipes qui travaillent sur la même base de code et qui s'autorisent à toucher n'importe quelle partie de la même base de code. Ça, c'est mon approche du développement. Chez les Furets, tout le monde a le droit de toucher partout. Si on a besoin, c'est la vision un peu Carpaccio du modification fonctionnelle. Si on veut livrer une fonctionnalité à travers tout le système, il faut que je puisse toucher tout pour que cette fonctionnalité-là aille le plus vite en production toute seule. Je ne vais pas faire toutes mes modifications front, puis toutes mes modifications back. Je vais faire le front, le back et l'ops qui va bien pour livrer une petite fonctionnalité. Ça, je veux pouvoir faire ça. Donc ça, c'est vraiment une équipe complète. Ça, c'est ma définition. Après, quand on veut aller sur la sérénité, bon, ça, c'était, j'avais déjà spoilé ça tout à l'heure. Là, c'est livré plus souvent, mais complètement et en production. L'idée pour aller plus loin, c'est pas juste livrer en QA ou en test un système, c'est d'essayer de le livrer complètement jusqu'au bout. Tant qu'il n'a pas marché en production, vous n'avez pas de garantie. Et c'est un petit peu pour ça que je suis passé du domaine de l'édition logicielle à un site web. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est d'aller livrer tous les jours en production les modifications qu'on a fait. Chez les Furets, on est 25 développeurs à travailler sur la même base de code. On a à peu près 500 000 lignes de code, tous ensemble, 25 développeurs. On peut toucher partout. Et tous les jours, on met en production les fonctionnalités qui ont été préparées. Et c'est un développeur tout seul qui met en prod toutes les fonctionnalités qui ont été faites par d'autres développeurs. Et on le fait un peu les yeux fermés. Si c'est prêt, ça part. Donc on a plein d'organisations autour de ça, mais notre idée, c'est je livre ce qui est prêt. Et je le fais tout le temps. Parce que si quelque chose est prêt, il n'y a pas de raison que ça attende. Ça demande une organisation du logiciel, une organisation des méthodes de développement qui sont un petit peu différentes de ce qu'on nous enseigne un peu partout. Mais moi, c'est vraiment ma sérénité, elle est de livrer au plus vite ce qui est prêt et de ne pas entasser des développements qui vont commencer à se créer des conflits avant même d'être en prod ou des choses comme ça. Donc, livrer aujourd'hui, avoir livré hier. Pourquoi avoir livré hier? C'est d'avoir les plus petits incréments possibles. Je livre le plus petit possible. Et pouvoir livrer demain, c'est que rien ne me bloque pour livrer. Donc je ne me mets pas dans des tunnels de refactoring, des reconstructions du système. J'essaye vraiment de partir en incrémental. Ça paraît simple, c'est facile à donner un conseil, mais c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Alors, je pense que j'en ai parlé pas mal. Une des clés, elle est ici. Alors, bon, c'est un cycle court, c'est essayer de vraiment
de faire et ces deux-là vont ensemble, c'est des incréments fonctionnels complets. Donc nous, ce qu'on a, c'est vraiment tous les développements qu'on fait. Un développeur commence un développement qui peut partir en production tout seul. Il ne nécessite pas un autre développement. On ne fait pas 4 développements qui doivent partir ensemble. S'il y a 4 développements qui doivent partir ensemble, c'est le même. Et à la limite, les développeurs travaillent ensemble sur la même branche, mais on ne va pas séparer 4 tâches qui ne peuvent pas sortir séparément. On a vraiment réorganisé notre façon de travailler pour que chaque développement, dès qu'il est prêt, il part. Il n'y a pas de négociation possible. On a poussé le bouchon un peu loin à vraiment isoler le développement sur des branches séparées. Comme ça, il n'y a même pas de possibilité de reposer sur d'autres développements qui ne sont pas terminés. Donc ça, c'est un peu extrême, mais ce n'est pas forcément le but de la présentation. On pourra en reparler après. Mais nous, on a poussé le bouchon un peu loin, sans partir non plus sur ce qui s'appelle du trunk-based development, où on va mettre dans le code commun tous les développements même en cours. J'ai pas eu cette approche-là. Là, on a vraiment en prod que ce qui est terminé et stocké sur des branches tout ce qui n'est pas terminé. Du coup, on est vraiment sur des améliorations indépendantes les unes des autres et qui peuvent partir. Et l'autre clé, c'est toute la configuration de l'ensemble du système est committée, est conservée dans un gestionnaire de code. On a vraiment le maximum pour que toute erreur de configuration du système soit traçable par une modification dans un commit. Si on a encore des manipulations manuelles du système, on s'ouvre à des choses qu'on ne peut pas inspecter, sauf d'inspecter les logs de modification des systèmes, mais ça c'est un petit peu pénible. Moi j'ai vraiment besoin que toutes les erreurs soient traçables dans des commits, dans un historique de commit Git. Le but du jeu, c'est pas de trouver qui est le fautif. On sait qu'on va faire des erreurs, moi j'en fais aussi. C'est que ce soit simple de les trouver. Donc ça, c'est cette traçabilité-là, elle n'est pas pour trouver le coupable, elle est pour trouver l'erreur. On fait de la dichotomie, on se dit, il y a un problème. En informatique, c'est quand même assez scientifique, donc on peut faire de la dichotomie pour retrouver qu'est-ce qui a changé entre un système A et un système B, entre un état A et un état B. On a le droit de céder, et quand on fait des modifs à la main directement en SSH sur les serveurs de prod, je pense qu'on ne cède pas. Alors après, automatiser à peu près tout. Et derrière, alors des techniques, je me contredis, c'est pas forcément là que j'ai envie d'en parler, même si c'est bien de corriger les problèmes fondamentaux du système, ça fait pas partie de la partie usine logicielle du delivery et compagnie. Par contre, monitoring outillé, ça, on a beaucoup investi chez les Furets, c'est quand on met en production tous les jours, probablement on va mettre un peu plus de bugs en production si on ne fait pas une semaine de test. On avait une semaine quand on livrait tous les mois, on faisait une semaine de test à la fin où on repassait en revue tout le système. C'était nécessaire parce qu'on avait accumulé un mois de développement sur toutes les parties du système. Donc il fallait tout retester, il n'y avait même pas photo parce qu'on en avait modifié un peu de partout. Maintenant, quand on modifie tous les jours, quand on met en prod tous les jours, on n'a pas forcément besoin de retester tout le système. On se repose sur les tests de non-régression et des alertes en production de régression. Des logs en erreur. Quand ça ne se passe pas bien, mettez les logs en erreur pour dire attention, ça ne se passe pas comme prévu. Et quand on met en production et qu'il commence à y avoir des logs en erreur, on sait que c'est cette mise en production qui a généré des incidents. Et ça, on en a vraiment besoin de ce monitoring-là pour pouvoir revenir en arrière et détecter des problèmes. Donc, oui. Alors, plutôt que commit, c'est ce mot commit, effectivement, qui est... parce que moi, je fais surtout la... L'idée... Oui, alors, OK. Ce que j'essaye de dire là, c'est on veut une amélioration du système plutôt qu'une partie d'amélioration. Et le commit, là, effectivement, n'est pas forcément le plus clair. C'est-à-dire que c'est ce que je disais quand je donnais un exemple de c'est une tâche et pas 4. Là, un commit, ce serait je modifie le front,
un autre commit, je modifie le back qui va avec. Là, moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir les deux, pas dans le même commit, ça, j'ai pas forcément besoin que ce soit dans le même commit, mais c'est que ce soit dans la même fonctionnalité et livré ensemble. Donc là, effectivement, c'est contribution d'amélioration plutôt que des tâches séparées. Alors, sur l'usine logicielle, il y a quelque chose qui, pour moi, alors je ne sais pas qui connaît le Joel Test, si vous l'avez déjà lu ou pas. C'est Joel on Software, qui était un petit peu mes lectures d'apprentissage en 2000. Mais il a écrit un test, c'est un ancien architecte d'Excel qui a fait un petit site qui s'appelle Stack Overflow, je crois. Puis il a fait Trello aussi. Il a fait 2-3 trucs intéressants après. Et moi, il m'a énormément aidé dans la structuration du fonctionnement d'une équipe de développement. Il a fait un petit test en 12 questions. Donc, je vais vous poser les 12 questions. J'aurais pu commencer par ça, mais je vous donne déjà. C'est: est-ce que vous utilisez un gestionnaire de sources sur vos projets? Est-ce que tout est commité ou pas? Vos binaires sont-ils buildés en une seule fois? Alors, le vocabulaire est un peu ancien, je suis désolé, c'est les années 2000, mais vos binaires sont-ils assemblés en une fois? J'ai gardé les traductions à l'époque. Donc ça, est-ce que vous avez un build? Un mec qui fait en une seule fois? Ou est-ce qu'il faut plusieurs étapes pour fabriquer le binaire final? Ça, c'est toujours jusqu'à une fois, jusqu'à où? Jusqu'à vraiment le binaire qu'on va déployer, quoi. Vos binaires sont-ils construits quotidiennement? Ou est-ce que vous le faites que quand vous avez besoin de livrer? Est-ce qu'ils sont automatiquement, dès qu'il y a un commit? Alors c'est presque plus que quotidiennement, c'est à chaque commit, quelque part, j'ai envie de dire. Avez-vous un gestionnaire d'anomalies, donc gestion de bugs? Est-ce que vous tracez les bugs dans un système de gestion de bugs? Le code est-il corrigé avant d'être étendu? Est-ce que vous vous assurez de corriger tous les bugs avant d'écrire de nouvelles features? Ça, je connais aucune équipe qui arrive à le faire, mais on peut toujours le recommander. Mais il y a un vrai besoin de partir de base saine systématiquement, de corriger tous les problèmes connus, ou de dire on ne le fixe pas, c'est pas grave. Mais la logique veut vraiment que ce qui est cassé soit corrigé le plus vite possible. Avez-vous un planning à jour? Donc ça attaque un peu plus hors développement, mais est-ce que vous savez ce sur quoi vous devez travailler? Est-ce que vous savez où vous allez? Ou est-ce que c'est un peu en fonction des problèmes et de la météo? Avez-vous des spécifications? Donc est-ce que vous avez des papiers, des commandes écrites de ce que vous voulez faire? Ça, on est vraiment dans l'idée de travailler à plusieurs tous les jours, régulièrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se fâcher longtemps. Donc, il faut des traces écrites de ce qu'on demande. Vos développeurs sont-ils dans un lieu calme? Je l'ai posé, cette question-là. Voilà, ça a l'air calme, donc c'est bien. Avez-vous les meilleurs outils pour votre budget? J'aime beaucoup cette question-là. C'est pas avez-vous les meilleurs outils possibles, c'est les meilleurs outils adaptés à votre budget. Est-ce que vous avez réfléchi à quels sont les meilleurs outils d'automatisation, de test, qui sont à votre disposition pour que votre équipe travaille de la meilleure façon possible? Je rappelle, pour la 50e fois, c'est travailler en équipe, pas tout seul, une seule fois. C'est cette partie-là qui mérite qu'on s'occupe de ça. Moi, j'ai beaucoup d'équipes qui n'avaient pas forcément réfléchi à quels étaient les outils qui pouvaient les aider. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas acheter la Rolls qui permettait de les aider, donc ils n'ont rien fait. La question là, c'est est-ce que vous avez ce qui va être mieux pour votre budget? Et sachant que l'open source fait beaucoup plus de choses maintenant qu'en l'an 2000, c'est même une question mal formulée maintenant. Avez-vous des testeurs? Est-ce que quelqu'un teste ce que vous avez fait avant que ça parte en prod? Chez les Furets, on n'a pas d'équipe de test. Mais on répond oui à cette question-là. J'ai pas d'équipe QA parce que j'ai pas forcément envie qu'il y ait une équipe qui soit responsable de trouver les bugs d'une équipe de développement qui se dit on verra en QA si ça passe. Celle-là, ça en fait rire certains. Ça me fait pas rire.
Du coup, j'ai enlevé l'équipe de test en disant, bah, vous débrouillez, derrière vous, c'est la prod. Et du coup, en fait, c'est vraiment les développeurs entre eux qui testent, et c'est obligatoirement un développeur qui n'a pas travaillé sur la fonctionnalité qui travaille sur une autre en disant, j'assume tes conneries, je les ai pas écrits, mais je les assume parce que je les ai testés. Ça, c'est assez sympathique dans l'état d'esprit, plus collaboratif. Mais c'est surtout que ça me permet de trouver des choses que tu n'as pas pu voir parce que tu étais pris dans le feu de l'action. Mais même si on n'a pas de testeurs ou de personnes attitrées pour faire les tests, faire de la code review ou tester les fonctionnalités entre développeurs, nous, il y a 0 ligne de code qui part en prod chez les Furets qui n'a pas été revue par un autre développeur qui n'a pas travaillé sur la fonctionnalité. C'est built-in, c'est pas possible. Et je me suis rendu compte que dans le reste de l'entreprise, c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne, quoi. Toutes les mails qui partent sont pas revus et tout ça. Et donc, du coup, on a poussé le bouchon. Il n'y a pas de boulot qui part qui n'ait pas été relu par un autre indépendant. C'est le process. Ça ne peut pas. On a des états, oui, dans Jira. Il y a des statuts d'enchaînement. Et c'est l'équipe, elle respecte ça. C'est vraiment dans les fondamentaux du process de développement. Quand j'ai fini un développement, je le désigne quelqu'un. Et j'ai été. C'est pas policier. C'est le développeur qui est responsable de sa fonctionnalité jusqu'en production. Si elle n'est pas en production, c'est lui qui est responsable. C'est pas la personne qui n'a pas testé ou quelque chose. C'est lui qui est responsable. Et je le responsabilise tellement que c'est lui qui décide qui va tester sa fonctionnalité. J'ai pas envie que ce soit du random. Ils peuvent tricher s'ils veulent, mais ils vont le payer derrière parce que les bugs de prod, ils vont leur revenir à eux. Donc l'idée, c'est qu'ils trouvent le meilleur testeur pour trouver des problèmes avant que ça parte en prod. Est-ce que vous faites écrire du code aux développeurs que vous embauchez? Si vous passez des entretiens dans des boîtes qui ne vous font pas écrire du code, j'ai pas envie de dire y allez pas, parce que je les connais pas, il peut y avoir des exceptions, mais j'aurais tendance à dire y allez surtout pas. C'est tout. Donc on fait écrire du code aux développeurs qu'on recrute chez les Furets, parce que c'est le métier, et si tu regardes pas quelqu'un travailler, donc ça c'était... Et est-ce que les développeurs font des démonstrations fonctionnelles à des gens qui ne connaissent pas des fonctionnalités sur lesquelles ils sont en train de travailler? Donc ça, c'est un peu des démos fonctionnelles. Et nous, on a vraiment ces deux parties-là chez les Furets. La recette fonctionnelle avec un business analyst, quelqu'un de non-tech, et un développeur pour s'occuper de ça. Alors, pourquoi ce petit questionnaire et quelle était la finalité derrière? Derrière, à ces 12 questions, je crois que quand j'ai fait le questionnaire, la boîte pour laquelle je bossais devait avoir 3, 4, 5. Et Joël Spolsky dit, si vous avez moins de 10, c'est pas que c'est pas bien ou que c'est pas top, c'est machin, c'est vous avez des énormes problèmes. Et moi, ça m'a marqué à l'époque. C'est-à-dire que c'est pas... Juste, c'est pas bien. C'est que tous ces trucs-là, s'il n'en a plus 2 que vous faites pas, vous vous mettez en danger tout seul comme des nazes, quoi. Vous créez vos propres problèmes. Et ça, moi, ça m'a marqué. C'est pour ça que je vous ressors des choses de l'an 2000. Je suis désolé. Mais c'est reste valable. C'est un basique. Si vous le faites très bien, le niveau de maturité, pour moi, est bon. J'ai pas envie d'en rajouter 150 par rapport à ça, même 15 ans après. C'est un peu comme le manifeste agile et compagnie. Il y a des choses qui n'ont pas fondamentalement changé depuis 15 ans, 17. Merde, ça fait beaucoup. Et ça, c'est effectivement août 2000, quoi. Après, je ne sais pas combien j'ai encore de slides. Ce qui m'intéresse, c'est cette notion de DevOps dont on a parlé. Elle cache un terme dont on a peu parlé, c'est l'assurance qualité, la partie test. Donc on a bien compris qu'il y a du développement, il y a la partie serveur, opération, déploiement continu ici, mais on a toute la partie recette, test. Et l'idée de DevOps, c'est pas un poste. Donc c'est pareil, si on vous propose un poste de DevOps, c'est louche. C'est comme si on vous proposait un poste agile.
J'en ai pas vu, et je sais pas pourquoi il y a des postes DevOps. C'est vraiment une culture de vraiment casser le mur entre les devs et les ops. C'est deux métiers, fondamentalement. Moi, j'ai des ops chez les Furets. Par contre, c'est pas eux qui font les mises en prod. Les mises en prod, elles sont faites par les développeurs, voire les visiteurs. Le but du jeu, c'est que la mise en prod, ce soit le truc le moins risqué possible. Je ne vais pas m'amuser à prendre des risques à ce moment-là. Je veux le faire souvent, je veux que ce soit une partie assez fiable. Alors, on en est loin. Et quand on fait faire ça par les visiteurs, on n'est pas fier. Mais l'idée, c'est les ops, ils provisionnent l'infrastructure, les outils, pour que les développeurs puissent travailler. Un des meilleurs bouquins à lire sur le sujet, c'est How Google Tests Software, où ils ont mis en place des ingénieurs en développement dans la partie qualité, mais ça peut être aussi pareil sur les opérations, pour fabriquer les outils pour que les développeurs puissent faire tout seul. Le dev, le test, la MEP. C'est ça qui fait que ça va vite en production. Si vous devez passer votre développement à quelqu'un d'autre pour qu'il prenne le relais, c'est plus long. Si vous demandez à quelqu'un de vous améliorer votre voiture pour qu'elle aille plus vite, ben vous irez plus vite. Moi, ce que j'ai vraiment envie, alors j'ai pris parti, c'est le développeur qui fait tout. Et l'usine logicielle, elle est là pour aider le développeur à tout faire tout seul. Il sait si ça marche, si ça marche pas. Chez les Furets, on a toutes nos features qui sont sur des branches différentes. Chacune est validée code review, démo. Quand elle est bonne, je n'ai plus que des tests automatisés. Si c'est vert, ça passe en prod. J'ai interdit qu'on revoie manuellement une dernière fois pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème, si ça marche ou pas. Si ça marche pas, je veux que ça pète en prod et qu'on trouve pourquoi on n'a pas vu que ça marchait pas. J'ai pas envie de rajouter des tests manuels là où il ne devrait pas y en avoir. Alors que c'est un petit peu fou furieux de faire comme ça, mais l'idée, c'est vraiment de s'assurer que les tests automatisés, on se repose vraiment dessus. Si vous n'avez pas confiance dans vos tests, ne les faites pas. Si vous avez confiance, appuyez-vous dessus et quand ils seront cassés, il faudra réparer et ça vous dira exactement quoi réparer. Oui. Je crois que la direction ne comprend pas grand-chose à tout ça. Je suis responsable de ça, j'ai organisé mon équipe de travail et voilà. Ah bah si, c'est ma responsabilité. Si c'est en panne, je me fais engueuler, j'ai pas de problème avec ça. Qu'ils viennent le faire. Alors par contre, oui, on leur a expliqué, on va livrer plus souvent, on pourrait avoir des bugs, on les corrigera plus vite. L'argumentaire derrière, il est plutôt comme ça. Mais globalement, c'est moi qui ai pris cette responsabilité-là un peu plus avec le directeur technique à l'époque. C'est surtout lui et l'architecte du système où on s'est mis d'accord que oui, on allait prendre ce risque supplémentaire. Après, on s'est dit que on livre je sais plus, 1200 fonctionnalités par an, à peu près 1200 branches, je pense, un truc comme ça. Ça fait une 120, 130 développements, des petits bugs ou des grosses fonctionnalités par mois. Ça fait 3-4 par jour. Quand on les livre en gros blocs une fois par mois, on en a 120 d'un coup. Donc là, il faut bien tout retester dans tous les sens. Et s'il y en a 3 ou 4 dans l'année qui créent des vrais problèmes, ils n'ont très probablement pas lieu le même mois. Donc j'ai 3 releases sur 12 qui ont foiré. 3 sur 10, ou 30% qui ont foiré. Ces mêmes 3 problèmes sur 200 releases comme on fait, j'ai réduit le pourcentage de releases en erreur. Donc j'ai plus envie de traiter le nombre de releases en erreur. Là, je l'ai réduit alors que fondamentalement, j'ai rien changé au problème que j'avais. Et après, si je les livre, je fais une livraison par fonctionnalité. Voilà. L'autre aspect, c'est que quand j'ai un bug qui se cache parmi 120 branches ou 120 développements, parce qu'on n'avait pas de branche à l'époque, 120 développements qui ont été faits sur un mois et les 3 du jour, vous préférez chercher où? Voilà, donc c'est extrême sans être extrême. On est 20 développeurs, c'est une grosse équipe, mais c'est pas une énorme équipe. Donc on a bien... moi, c'est vraiment la recommandation de
de 5 à 30, ça doit fonctionner comme ça. Après, au-dessus, c'est encore d'autres problématiques, mais voilà. Donc, l'usine logicielle, après, je pense que je vais m'étaler un petit peu longtemps et me répéter. J'ai la même impression à chaque fois. Mais il faut que je le répète plein de fois pour être sûr que vous l'ayez entendu. C'est vraiment tracer. Le gestionnaire de source, il est là pour tracer. Vous évitez de perdre du travail, mais ça, vous êtes grand, vous avez compris que de faire des cp.hold sur des fichiers, ou je sais pas, enfin bon, ça fait rire aussi, voilà. Ça existe. C'est pas forcément. C'est plus les développeurs PHP qui font ça d'habitude. Mais pardon. Gestionnaire de source, c'est pour éviter de perdre du travail, de stocker, de committer, d'avoir une trace et de pouvoir aussi faire de la dichotomie quand un bug, vous découvrirez qu'un bug est en prod depuis X semaines. Pour trouver d'où il vient, vaut mieux avoir un gestionnaire de source. Gestionnaire de binaire, pareil. Stocker des binaires intermédiaires pour pouvoir les ressortir et pas forcément avoir à les rebuilder. Détection d'anomalies, ça c'est test unitaire, test manuel, monitoring de production, ça c'est des vraies clés. Jouer ça le plus souvent possible. Pour moi, c'est à chaque commit, il faut rejouer des builds, il faut rebuilder, parce que le plus tôt vous êtes prévenu que quelque chose casse, le plus facile c'est de trouver pourquoi, et ça coûte pas cher quand on a un serveur qui tourne en permanence. Et puis bon, bien suivre les résolutions. Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste et comment... Oui, vas-y. Non. Non, parce que je n'ai pas de garantie que ça pousse dans la qualité. S'il n'y a pas de test moyen, on a plutôt des standards ou des choses comme ça qu'on essaye d'avoir des couvertures autour de 60%, de mesure. En fait, on mesure pour voir où est-ce qu'il y a du code qui n'est pas testé ou des choses comme ça, mais on ne se donne pas des objectifs de couverture parce qu'on triche facilement, même sans s'en rendre compte. Du coup, c'est toujours délicat, mais c'est un débat qui est assez connu sur les tests unitaires, c'est la couverture et les tests unitaires. Il faut la mesurer, mais il ne faut pas la prendre comme un objectif. Après, la clé, c'est, et ça c'est une autre présentation, c'est les incidents de prod qui vont vous dire ce que vous avez raté et passer du temps à étudier le pourquoi vous avez raté cette détection de problème et quelle est la catégorie de test qui vous manque plus que tout. Moi, c'est si vous testez pas une partie et qu'il n'y a jamais de problème, bien joué, vous avez économisé du temps. Si vous testez intensivement une partie qui est couverte à 90% et qu'il y a des bugs de prod, c'est quand même là qu'il faut continuer d'investir. Donc moi, c'est la prod le témoin. C'est pour ça que j'ai envie de livrer le plus souvent, c'est que c'est la prod qui juge et pas trop autre chose. Alors, l'idée de l'usine minimum, je vais juste prendre 2 secondes pour regarder un petit peu ce que j'ai d'autre comme slide. Parce que il me reste combien de temps parce que je préférerais avoir pas mal de questions. Non, c'est plus moi alors. Je vais reprendre un petit quart d'heure et puis après j'ai envie de discuter avec vous et je remontrerai peut-être des slides là-dessus. Mais l'idée c'est que je vais répéter et puis après je vais présenter des outils, mais ce que j'ai envie de faire avec des étudiants comme vous, c'est à partir de là, j'ai envie de vous dire qu'est-ce qu'il nous faut pour mettre en place une usine de développement que vous pouvez utiliser, même pour vos projets, qui va faire du déploiement continu avec vos technos. Je veux faire un commit et sans rien toucher, le serveur est déployé automatiquement avec ma modif. Donc je ne sais pas quels sont les technos que vous utilisez, mais c'est ce que je fais et c'est ma spec pour un groupe de 30 élèves. On est à 30 dans la même salle pendant 3 heures pour mettre ça en place et chacun s'occupe d'une étape. Donc on met un serveur, un gestionnaire de source, on met un GitLab en place. On met le build, alors on fait en Java, on a un build automatisé avec des tests unitaires sur un Jenkins.
comme on a des binaires, alors c'est du NPM ou là c'est du Maven avec Java, on a un repository Maven local pour stocker tous les binaires qui viennent de la planète en local dans l'entreprise pour ne pouvoir reproduire, même s'il n'y a pas Internet, donc, ou un repo, un proxy NPM local aussi. Pouvoir faire des tests automatisés de déploiement, donc déployer le serveur, jouer des tests sur le serveur déployé, et des choses comme ça. Déployer la base de données, mettre à jour la base de données, y a plein de possibilités. Donc là, on peut commencer à jouer, lancer des tests d'analyse du code avec un logiciel type Sonar. Qu'est-ce que je vois d'autre? Et avoir un dashboard ou un moyen de partager l'information sur le résultat. Quand c'est cassé, il faut le dire. Il faut qu'on le voit. Donc vous pouvez faire... il y a des gens qui mettent des gyrophares ou des choses comme ça. Nous, on a des écrans et puis on a des notifications dans Slack qui nous disent bah voilà, telle branche a cassé. Donc, le minimum vital, c'est gestionnaire de source, assemblage. Après, on joue les tests ou pas, ou on déploie ou pas, on peut aller loin, mais il y a au moins un assemblage en une seule étape. Donc, un seul job Jenkins qui fait tout. Et on partage l'information du résultat. Ça, c'est le minimum vital. Et on peut essayer de construire ça. Voilà. Et puis, le serveur... Et le tout sur un serveur indépendant. Alors, vous pouvez peut-être le mettre sur une machine virtuelle, sur une des machines de dev, mais il faut vraiment que ce soit un environnement sur lequel personne ne touche à la main ou ne bricole. Ou alors, si c'est bricolé, il y a vraiment un script textuel qui dit ce qu'il faut faire. Le mieux, c'est de l'automatiser. Mais voilà. Et tout ça, ça ne nécessite absolument rien. Il n'y a pas de blocage. Dans n'importe quelle entreprise où vous allez travailler, s'il n'y a pas ça, soit vous partez en courant, s'il y a beaucoup de monde. Plus il y a de monde et moins il y a ça, plus il faut partir vite. Mais ça, vous vous en rendrez compte assez vite. Et je pense qu'il y en a de moins en moins maintenant. Mais par contre, vous pouvez être amené à le mettre en place vous-même. S'il n'y a pas, faites-le. Et il n'y a aucune hésitation à avoir d'améliorer l'automatisation, l'outillage de votre équipe. Et même dans vos équipes projets, et ça c'est ce que je fais à Rouen, c'est que je donne ce cours-là juste avant le grand projet de fin d'année des étudiants qui font un projet à 30, où ils ont chacun des modules, où ils sont bien séparés, front, back, base de données, donc ils sont bien isolés, toutes les parties de développement, comme je ne recommande pas. Et du coup, je leur dis, d'autant plus, il vous faut, dès le départ, une usine d'intégration continue sur votre projet. Si vous ne le faites pas dès le départ et que vous ne la maintenez pas en permanence dans le sens de corriger les bugs, y compris sur l'usine logicielle, parce que si elle est cassée, vous n'aurez jamais le temps de la réparer plus tard. Donc, commencez avec. J'insiste bien. J'insiste, et puis après, je m'en vais. Et puis, le projet commence. Et la plupart ne suivent pas le conseil. Alors, ils fonctionnent plutôt en sprint d'une semaine sur le projet. Le premier sprint, ils ne le font pas. Et puis, ils se disent qu'ils auraient peut-être dû le faire. Et donc, après, à partir de là, ils réagissent. Donc, il y a pas mal de projets qui se sont mis à le faire. Et ils se passent le mot maintenant d'année en année ou écoutez. Mais ils n'écoutent pas. Ça, c'est pas très grave. Mais ils se rendent compte, au moins, j'ai mis la puce en disant ça, c'est votre ceinture de sécurité. Vous avez le droit de rouler sans ceinture de sécurité. Ça vous gêne, je sais, ça fait bizarre. Mais si vous découvrez un bug que vous auriez pu découvrir beaucoup plus tôt, le jour de la livraison, comme ça arrivera, venez pas vous plaindre. Ça n'empêchera pas forcément de découvrir des bugs au dernier moment. S'il y a des équipes qui livrent des grosses briques de logiciels au dernier moment, voilà, sans test, sans rien, voilà. Moi, le but du jeu, c'est d'essayer de détecter au plus tôt quand un problème a été committé. Ça, la clé, c'est, une fois que vous avez un problème de prod, essayez de vous dire quand est-ce qu'il a été committé et quand est-ce que j'aurais pu le découvrir. Et généralement, c'est il y a un mois. Mais quand on est en train de livrer un projet pour le lendemain, c'est trop tard. Mais c'est un peu ça. Mon rôle, c'est vraiment d'essayer de vous pousser à
être raisonnable, je suis désolé. Là-dessus, responsable, pour pas s'engueuler en équipe, parce que il faut que vous puissiez travailler ensemble longtemps, donc ça doit être de la faute de personne ou de tout le monde, mais pas d'une personne. Ça peut pas être la faute d'une personne qu'un bug arrive en production. Quand c'est un bug en prod, pour moi, c'est jamais une personne. C'est au minimum 2, dont un a pas travaillé sur le code. Et du coup, après, c'est moi aussi, mais ça peut pas être une personne toute seule qui est responsable d'un problème de prod. C'est tout. Et moi, ça me simplifie la vie de ne pas avoir à faire la chasse à qui a fait un problème. Donc voilà. Oui, alors après, il y a plein de bonnes recommandations, mais ça, vous pourrez les lire. C'est les commits. Expliquez ce que vous étiez en train d'essayer de faire. Parce que quand on recherche un bug, les commit logs, ils ne sont pas là pour savoir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est pour moi uniquement quand on cherche la cause d'un problème, qu'on tombe sur un code bizarre, le log de commit, il peut aider à savoir au moins qu'est-ce qu'on a cherché à faire. J'aime pas beaucoup les commentaires dans le code, parce qu'il y a trop de risques qu'ils soient plus à jour, parce qu'on va modifier le code et pas le commentaire, des choses comme ça. Les commentaires de commit me plaisent beaucoup plus. Donc en fait, j'ai envie de commenter le code dans les commentaires de commit. Et le code doit être self-explanatory tout seul. Donc j'ai pas envie d'avoir des milliers de lignes de commentaires dans le code qui expliquent comment je suis malin et que j'ai réussi à faire des choses malines. Le commit log, il est là pour ça, avec idéalement une référence sur la tâche qui explique la spec dans quelle partie on travaillait. Uniquement pour pouvoir retrouver plus facilement qu'est-ce qu'on a bien pu vouloir faire 1 an après, 6 mois après, des choses comme ça. Donc nous, c'est pareil, je ne vais pas vous le montrer de peur qu'il y ait des trous, mais toutes les commits, mais même maintenant ça casse le build s'il n'y a pas un ticket Jira qui est lié dans un commentaire de commit. Donc là, ça c'est important. Et là, on commence à aller un peu plus loin. Mais le SIG, c'est vraiment récupérer les sources, compiler, test unitaire. On peut analyser la qualité du code et décider de casser sur certaines mauvaises pratiques parce qu'elles ont posé des problèmes de prod. Et pas juste mettre toute la vérification de la planète. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, vous lancez une analyse de code vide qui vérifie rien, et au fur et à mesure des problèmes que vous avez détectés qui sont déjà arrivés et que vous ne voulez plus voir revenir, vous activez des règles. Des choses comme ça. On n'est pas obligé d'être dans le rouge dès le départ. On part du vert, le plus petit possible, et puis on améliore. Voilà, grosso modo, c'est ce que j'ai envie de dire. Alors ça, c'est des très vieilles slides, mais grosso modo, quand une équipe de 4 développeurs, on avait un PC à 300 € sur lequel on faisait tourner le build, et c'était tout. Il n'y avait que ça. On avait tout dessus, le Git, le Maven, le build, tout le système était embarqué sur le PC. Ça, j'ai pas d'énormes contre-indications par rapport à ça. Là, ça c'est le gestionnaire des sources, et ça c'est le gestionnaire des binaires. Donc c'est l'historique des binaires. Le build, c'est les binaires. Et ça, c'est la source des binaires. Si on veut aller chercher les dépendances, parce que Maven, c'est un NPM, et donc c'est là-dedans que je vais aller chercher les binaires déjà précompilés. Je ne vais pas tout recompiler depuis la... Non, non. Voilà. Donc, il faut... Ouais. Bon, après... Et donc, j'estimais à peu près 4-5 jours de travail pour mettre en place l'usine. Quand on fait le TP à 30, on arrive en 2-3 heures à mettre en place tout le système. C'est assez rigolo. C'est le bordel complètement, surtout sur les proxys et les firewalls entre tous les systèmes qu'il y a dans les universités. Ils arrivent à complexifier le réseau un maximum. Mais en gros, tout seul, il faut quand même un peu de travail, mais il faut l'investir. Voilà. Après, ça c'est un exemple plus sur Exoplatform, je crois qu'il est encore visible en ligne. On avait 100 développeurs qui étaient dans 4 pays. On fonctionnait en Scrum, il y avait 16 équipes, mais qui fonctionnaient toutes sur le même produit final.
il y avait des modules complètement séparés, mais qui étaient finalement tous assemblés. C'est un éditeur logiciel, donc c'est pas un service web. Et on avait des projets open source et on avait du support après technique sur lesquels on livrait des patchs et compagnie. Donc là, on avait vraiment une grosse usine logicielle avec plusieurs agents de build, des systèmes un peu dans tous les sens, pour fabriquer un seul produit. Donc on peut se retrouver, moi j'avais des développeurs attitrés qui géraient ça en permanence. Donc l'usine, c'était un poste d'ingénieur de gérer l'usine logicielle pour 100 développeurs. C'est pas c'est pas rien. Donc bon, après ça c'était l'horreur, mais bon. On avait besoin de tester, en étant éditeur logiciel, tester que le logiciel fonctionnait sur tous les serveurs d'application, toutes les bases de données, tous les OS, et il fallait faire et tous les navigateurs, donc il fallait faire la matrice croisée des 300 configurations pour tester le système, et ça c'est pas à la main. Donc ça c'était automatisé, au moins le déploiement et les tests minimaux de tout ça, quoi. Voilà, je crois que ça existe encore, ci.exoplatform.org, on voit. Bah voilà, c'était ça. Donc on peut avoir, essayer d'avoir tous les endroits, et ça c'est les parties qui sont cassées, avec des notifications par mail, des parties qui sont cassées. Mais ça demande un gros entretien, que rien ne soit cassé quand 100 développeurs travaillent en parallèle. Et c'est pas très différent d'une équipe de 4 à 5. Il y a la taille du système, la complexité et le temps qu'il faut pour le maintenir, mais la logique est la même. Il faut que ce soit vert le plus souvent possible, tout le temps, et il faut réparer. Ça, ces parties-là, elles ne peuvent pas rester instables ou cassées trop longtemps. Je pense que j'en ai parlé. Je me souviens qu'il y a une répétition là-dedans. Si, un tout petit... Pardon. Un tout petit conseil, mais ça, c'était builder très souvent. Moi, il y avait une pratique que j'avais, c'était attendre 3-4 minutes avant de lancer un build, au cas où il y a des personnes qui fassent des commits pour bien découper le code par étapes. Tous les commits ne doivent pas forcément compiler indépendamment, c'est mieux. Mais c'est pour ça que je disais attendez 3-4 minutes s'il y a quelqu'un qui est en train de faire plusieurs commits en étapes. Maintenant avec Git ça marche plus trop comme ça parce qu'on push tout un ensemble de commits, mais à l'époque on pouvait se réserver un petit temps de stabilisation pour que les personnes finissent un travail en plusieurs étapes, quoi. Quand il y a un problème, on essaye de plutôt bloquer les commits ou de dire aux gens vous réparez tout de suite. Quand il y a des tests qui cassent, nous c'est le cas, quand il y a des tests qui cassent, on ne peut plus déployer, on ne peut plus avancer, donc il faut vraiment les corriger. Revenir en arrière sur les commits, ou les choses comme ça, mais il faut vraiment s'arrêter, parce que si on ne s'arrête pas, il y a pas mal de choses qu'on ne corrigera jamais, quoi. Oui. Non. Non. Code review, il y a des outils de code review, Crucible, Gerrit ou même Git diff tout simplement. Les pull requests, alors les slides ont 2-3 ans, mais je pense que ça existe pareil. Nous, on est vraiment sur de la revue, même pas très outillée, on est plutôt sur des diffs que sur de l'outillage Crucible ou Gerrit. Crucible, c'est l'outil d'Atlassian. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, mais GitHub et GitLab, ça marche bien aussi sur les pull requests. Ça peut être un atelier assez intéressant pour une équipe, c'est se fabriquer son dashboard d'informations visuelles pour savoir l'état de la prod, l'état du build, les états et les alertes qu'il vous faut. Quand vous êtes quand même pas mal dans une équipe, c'est toujours sympa d'avoir un affichage commun. La clé pour moi, c'est plutôt Slack avec les notifications ou des mails, mais plutôt Slack maintenant. Le tableau, c'est plus pour voir où on en est globalement. Mais il ne faut pas avoir à regarder le tableau pour voir des alertes. Mais c'est toujours sympa. C'est au moins pour dire, on n'ignore pas que tout ça doit être vert. Quand c'est rouge à l'écran, personne n'ignore que c'est rouge. C'est plus ça le message que j'ai derrière un panneau d'information. On assume que
notre système, s'il est rouge, tout le monde le voit et personne ne peut l'ignorer. Si c'est la faute d'un développeur qu'un test est cassé et que les autres l'ignorent, ben, ils sont responsables aussi, quoi. Voilà. Et je vais m'arrêter là, je pense. Oui, on avait chez Exo fait un système qui déployait toutes les configurations et on pouvait y accéder. On avait même un serveur qui nous permettait d'accéder à toutes les configurations, au Jira, au monitoring ou des choses comme ça de chacun des environnements de développement. On peut automatiser un maximum de choses autour de ça. Et voilà. Sur la prod, ce que je recommande, c'est deux choses. Il y a le monitoring et puis aussi toute l'agrégation des logs des serveurs. C'est fou le nombre de fois où on oublie d'aller regarder les logs d'un serveur quand il y a quelque chose qui se passe mal. Chez les Furets, on a été un peu violent, on les envoie par mail à tous les devs. Les logs en erreur sont envoyés par mail à tous les devs. Ça permet, parce que Gmail, c'est ce qui cherche le mieux dans les logs. Quand on n'a pas, ça c'est le log du pauvre, la centralisation des logs du pauvre, c'est celle-là. Quand on déploie un serveur localement et qu'on oublie d'aller regarder les logs et qu'en fait dans sa boîte mail on voit qu'il nous a dit il y a des problèmes, c'est assez sympa. Donc c'est vraiment un petit truc sympa. Après nous là maintenant on utilise Logmatic, qui est un SaaS, un serveur SaaS sur lequel on envoie tous nos logs. On utilisait Greylog qui est aussi un bon outil pour cumuler tous les logs. Et l'autre partie, c'est le monitoring de production qui va aller vérifier un état de santé des serveurs. Et donc, du coup, il y a deux approches. Soit regarder le monitoring de production avec des indicateurs ou des chiffres qui sont renvoyés par les serveurs ou qu'on va inspecter. Moi, j'aime beaucoup la centralisation des logs parce que ça, c'est les développeurs qui décident de communiquer avec la personne qui va essayer de comprendre des bugs. Donc, on communique dans le futur. On laisse des messages pour les prochains qui vont essayer d'analyser. Donc, il faut vraiment prendre ce qu'il faut comme outillage pour regarder les logs. Hop. Bon, c'est vrai que j'ai très peu parlé de Jenkins. TeamCity et les outils, j'aurais pu en parler beaucoup plus. En gros, il y a vraiment un outil clé dans tout ça, c'est l'automate. L'outil qui va vous permettre d'automatiser plein de tâches en tout genre. Et celui qui est le plus connu, c'est Jenkins. Après, il y a TeamCity, Bamboo, mais après, c'est des cron tabs, tout simplement, au départ. Si vous n'avez rien, vous avez des crons qui relancent des tâches régulièrement. Ça, faut pas hésiter, c'est à peu près la même chose. Jenkins, c'est une interface assez sympathique au-dessus de ça. Les versions récentes de Jenkins, notamment Jenkins 2, a des pipelines qui enchaînent des étapes avec différents cas. Et il y a plusieurs branches, donc on peut vraiment commencer à faire de la cascade de différentes étapes beaucoup plus facilement. Là, on est dans un modèle un peu plus avancé, mais on avait déjà la possibilité d'avoir un job qui en lance un autre, qui lance toute une chaîne. Là-dessus, moi, j'hésite pas. Jenkins comme base principale d'automatisation de plein de choses dans l'entreprise, principalement dans l'équipe de développement, mais nous, on a automatisé les rechargements de données dans le serveur de BI, on a un maximum de choses, je les automatise au niveau de Jenkins, comme ça, on a toute une interface de configuration. Ça, c'est un des points clés pour moi de l'usine logicielle, c'est l'automate de programmation de toutes les actions. On les a, il alerte, c'est centralisé. Quand on ne sait pas où sont les tâches automatisées, elles sont là. Ouais. C'est tout. Je m'arrête là. Ouais, je vais lister un peu tous les outils qu'on pouvait essayer dans le TP de mettre en place. Gestionnaire de sources, automate, outillage de build, repository de binaire, les serveurs, donc y compris le Tomcat, voire l'OS à déployer, voire les Docker maintenant de plus en plus, les tests, Selenium, bon après il y a Jasmine et compagnie, mais on peut aller plus loin avec le gestionnaire de tâches, de récupérer des listes de tâches et compagnie, l'analyse de la qualité,
communiquer sur Slack et commencer à aussi avoir des inspections du monitoring pour avoir des alertes. Donc ça, c'est un TP. L'idée, c'est de prendre 2-3 heures à 30 et de monter tout ça pour qu'un projet puisse tourner dessus. Moi, j'ai une petite appli qui fait rien, qui est un serveur Tomcat, et auquel je demande aux élèves de déployer en continu. Voilà. Bon, moi, je suis allé jusqu'au bout. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça répond à des questions que vous vouliez poser? Ça vous parle un petit peu, moyen? Vous vous sentez pas concerné? Pas tous. Il y en a un qui est concerné. Bon. Les autres, ça vient un peu tôt. Vous connaissiez déjà? Vous connaissez déjà? Oui, mais... Non. Non. Si, j'en connais une. J'ai un des gars avec qui je travaillais chez Exoplatform qui avait fait My Software Factory. Je sais pas quoi. Non, en fait, je crois qu'il n'en existe pas beaucoup. Ben non. En fait, non. Voilà, il y a un marché à prendre. Mais non, en fait, c'est plus maintenant, c'est des intégrations au-dessus de GitHub, type, je sais plus comment ça s'appelle, Travis et compagnie, qui se branchent directement sur le GitHub. Donc, il commence à y avoir une suite de choses qui viennent se brancher sur GitHub, mais une usine, il faudrait que je retrouve, c'était Henri qui avait fait My Software Factory, mais non, en fait, c'est une bonne idée. Je ne l'ai pas vu trop reprise, pardon, de livrer une usine, parce qu'en fait, c'est presque du sur-mesure à chaque fois, parce que tout prévoir, c'est ce que je listais, prévoir tous les cas ici de tous les assemblages possibles, c'est un peu difficile. Donc c'est Jenkins, l'usine. L'usine, elle est là avec tous les plugins, tous les branchements, mais non. Il faut de l'huile de coude, j'ai dit. Ouais, c'est pas marrant si vous le faites pas vous-même. Commentaires, questions, je suis... Oui. Alors... Faut pas m'énerver. Ah, attendez, je reviens. Non, parce que moi, je suis organisateur d'une conférence qui s'appelle Lean Kanban France, et c'est une autre partie de l'agilité, parce que l'agilité dont vous parlez, c'est Scrum, qui fonctionne par itération. Et moi, je fonctionne en flux continu, donc en Kanban, où on n'a pas d'itération, et on est vraiment à la tâche. Il n'y a aucune raison de ne pas livrer une tâche qui est prête. D'attendre 15 jours, même 2 heures de travail, ils peuvent rapporter 10 000 euros. C'est pas la quantité de travail et la valeur, elles sont pas forcément liées. Et donc moi, je livre une fois par jour 5 fonctionnalités, mais j'ai envie de livrer 5 fois par jour. J'ai envie de livrer à la fonctionnalité dès qu'elle est prête. Et il y a plein de boîtes qui font ça, et c'est ça que je suis en train d'essayer de retrouver. J'ai des slides là-dessus. J'ai un slide qui est très intéressant, qui est que Amazon, il livre 10 000 fois par jour, je crois, ou un truc comme ça. Et alors ça, c'est des autres... Voilà, elle est là. L'idée, là, c'est vraiment l'approche plus flux continu, continuous delivery, plus que usine logicielle. Bon, ça marche super. Il n'y a pas de raison d'attendre. Donc, on peut livrer plusieurs fois par jour. Etsy et d'autres boîtes livrent au moindre commit. Chaque commit est livré. Oui, Facebook. Et là, ça, c'est des slides faits par Facebook. Donc là, il y a c'est en 2013 en plus. C'est un article qui explique et qui raconte un peu l'histoire de Facebook quand ils sont passés d'une fois par semaine à une fois par jour. Et quels sont un peu leurs changements de mindset qu'ils ont opérés autour de ça. Et l'idée, c'est on peut livrer une fois tous les 100 jours, tous les 10 jours, tous les jours, 10 fois par jour, 100 fois par jour.
100 fois par jour. Quand on a 1000 développeurs, c'est pas une exception, quoi. Donc GitHub, ils sont plutôt à 100 fois par jour. Etsy, ils sont plutôt à 20 fois par jour. C'est leur besoin. Ils ont un vrai gain business. Quand on a effectivement 100 développements qui sont faits par jour parce qu'il y a 500 développeurs, j'ai pas envie d'attendre 3 jours pour qu'il y ait 300 développements et de plus retrouver d'où viennent les erreurs. J'ai besoin de livrer au cas par cas, quoi. Et donc du coup, eux, ils ont vraiment automatisé les rollbacks, ils ont automatisé les branches qui posent problème, elles se font dégager très vite. Ils vont même jusqu'à déployer sur quelques serveurs, et si ça pose problème, ils jettent tout. Voilà, là on est dans de l'extrême. Moi, ce que j'aime beaucoup là, sur ce slide-là, c'est, je parle de deux choses, c'est le besoin formel d'une équipe QA, il est là parce qu'on livre pas souvent. Quand on livre très souvent, on ne peut plus avoir d'équipe QA formelle parce qu'elle n'a pas le temps d'opérer, donc il faut outiller les développeurs pour qu'ils testent eux-mêmes leurs changements et que l'usine logicielle est à leur service pour ça. Et on a besoin de tests automatisés. Et du coup, toutes les recommandations de tests automatisés, elles sont là parce qu'on veut livrer plus souvent. Parce que la valeur, elle va être livrée plus tôt. Si j'attends un mois pour savoir qu'une fonctionnalité ne marche pas, je ne vais pas très vite. Et l'agilité, elle est là-dedans, dans le livrer plus souvent. Et donc, du coup, livrer tous les 15 jours, on l'a fait. Mais au final, on s'est un peu buté dessus parce que c'était trop lent par rapport à un site web où, alors nous, c'était plutôt tous les mois, mais on demandait en début de mois qu'est-ce que vous voulez sur tout le mois à l'équipe marketing, et ils ne savaient pas forcément. On n'a pas besoin de savoir tout ce qu'on a à fabriquer dans un mois. J'ai plutôt besoin de savoir ce dont j'ai besoin dans une semaine. J'ai des petites demandes pour demain, je ne vais pas te les prévoir un mois en avance. Même 15 jours, une équipe marketing, pour moi, fonctionner par des cycles de 15 jours, c'est artificiel. Ils ont plutôt besoin de tous les jours. Par contre, nous, il y a des fonctionnalités qui mettent 15 jours, 3 semaines à être développées. GitHub, il commit tout, vraiment tout par petites étapes. Ça, je ne sais pas trop comment ils font, j'ai encore quelques incompréhensions. Nous, on est sur des features, branches, et quand elles sont finies, on les livre. Donc on peut travailler une semaine, 15 jours dessus, si c'est nécessaire, ça, c'est pas bloqué. Par contre, dès que c'est fini, ça part. C'est un peu ça l'état d'esprit. Donc du coup, très intéressant pour moi, c'est parce qu'on veut livrer tous les jours qu'il faut que l'usine serve les développeurs pour qu'ils puissent mettre en prod tout seul. Sinon, le système sera trop lent. Et l'autre partie, c'était au niveau de la base de code. C'est là où il se passe des choses intéressantes. L'organisation du code. Quand on livre une fois tous les 100 jours, on a une branche de développement et une branche de prod sur laquelle on fait des patchs, des choses comme ça. Et après, on commence, quand on accélère, à commencer à faire quelques branches. Et plus on accélère, plus on a besoin de se rapprocher de l'état d'esprit du pull request sur la prod. On n'a plus une branche dans laquelle sont accumulés tous les développements qu'on va livrer, tester puis livrer. C'est chaque développement qu'on va tester puis livrer. Et donc voilà. Donc nous, on fonctionne un petit peu différemment. On a plus des pull requests séparés. Et le truc un peu marrant qu'on fait chez les Furets, c'est qu'on merge tous les pull requests ensemble pour s'assurer qu'ils sont compatibles. C'est la seule petite différence, parce qu'on a trouvé que c'était intéressant de s'assurer au plus tôt que s'il y a des conflits entre différents pull requests, on les découvre avant même que les gens puissent s'en rendre compte. Ça, c'est un petit peu extrême, mais et l'autre façon de faire, c'est vraiment d'être dans le trunk-based development où chaque commit part en prod et puis on va rapidement et on ne perd pas des kilos de travail, quoi. Donc ça, c'était... donc si vous faites une recherche Facebook Tech2 sur Google, vous trouverez l'article et les slides sont vraiment intéressants, quoi. Parce qu'il y a d'autres parties dedans sur les autres implications dans l'organisation des équipes de développement, plus on veut livrer tout. Bon, c'était une réponse un peu longue, mais... ça. M'en fous. Je m'en fiche. Je peux pas être plus clair. Ben, en fait, je m'en fiche, mais j'ai quand même des réponses pour ça. C'est-à-dire que
moins on stocke du travail non terminé, moins il y a de risque de conflit. 500 000 lignes de code, c'est 2 fois les 7 volumes d'Harry Potter. J'ai travaillé mon sujet. Et donc, quelle est la chance que 2 développeurs travaillent sur les mêmes lignes quand ils modifient 10 lignes sur 500 000 lignes? Les stats, elles parlent de pas beaucoup. Et puis, s'il se trouve que c'est toujours au même endroit, bah, on a peut-être un problème d'architecture. Et donc, du coup, on a peu de risques qui se marchent dessus. On a quand même, nous, avec notre merge de toutes les fonctionnalités, des moyens de détecter. Ils vont être en conflit, tout simplement. Et ça va pas passer. Mais c'est très rare. Donc, on est vraiment sur de l'organique et pas de l'architectural en termes de bâtiment. Là, ce que vous vous opposez, c'est je ne peux pas construire une maison de façon incrémentale, en disant j'ai besoin que les corps de métier sachent exactement ce qu'ils vont avoir à faire, où est-ce qu'ils vont poser les vitres et compagnie. Moi, je dis, je ne construis pas un bâtiment une fois unique, comme là où on est. Je suis plutôt en train d'entretenir un golf ou un parcours de golf que je vais remodeler en permanence et je vais le travailler de manière organique. Ce n'est pas du tout la même organisation, ce n'est pas le même fonctionnement. On est sur du continu. J'améliore en continu un produit existant. Je ne suis pas en train de fabriquer un bâtiment from scratch, quoi. Donc c'est plus ça. Je ne suis pas dans des lots intermédiaires dans lesquels il y a un ordre préconçu. On est vraiment sur des améliorations indépendantes les unes des autres. Et pour moi, c'est ça, l'agilité, elle nous pousse vers ça. Le Lean et le Kanban, moi, que j'utilise, sont là parce qu'on peut faire les choses indépendamment les unes des autres. J'améliore la production. J'ai un problème de prod et c'est indépendant du reste, quoi. On s'en fout. La première, on s'en fout. En fait, elle va être faite à l'arrache, puisque c'était une start-up. Et à partir de là, on se structure. Donc non, il n'y a même pas de bonne méthode pour commencer. Je m'en fous. La façon de commencer, on s'en fiche. C'est la façon de s'améliorer qui m'intéresse. Et une fois que vous avez une équipe structurée, c'est ça qui est important. Le point de départ, la façon de bien faire la première fois, j'ai abandonné ce rêve-là. J'aurais peut-être pas dû, j'en sais rien. Mais bien faire du premier coup, c'est pas mon objectif. Je le balance dans la piscine. C'est pas ce que vous faites? Bon, c'est pas dur. Nous, on a un nouveau développeur qui est arrivé. Il a mis tout seul sa feature en production au bout de 2 jours. Il avait un petit commit à faire. Il a le code de prod. Un petit bug à faire. Il fait sa branche. Il regarde pas le travail des autres. Il a rien à intégrer. Il demande à quelqu'un de faire la code review. Tous les tests sont automatisés. On lui dit c'est vert, ça part en prod. Et pour la mise en prod, alors il n'a pas fait la mise en prod tout seul le 2e jour, mais il l'a fait 3 ou 4 jours après. Il y a tout un script qui explique exactement comment mettre en prod. Et on veut l'automatiser, ce truc-là. Donc, non, le plus compliqué, c'est de maîtriser la base de code elle-même, faire des modifications plus grosses et compagnie. Mais si c'est compliqué pour un nouveau de faire un commit, de publier quelque chose en prod, là, c'est pas là que j'ai envie de prendre des risques. Ça, je l'ai déjà dit. C'est que si j'ai des risques pris là, et j'en ai, parce que dans la mise en prod est un peu trop compliqué encore, ça me va pas. Parce qu'on risque de faire des erreurs, quoi. Question à gauche ou regardez autre part. Ça vous plaît? Ça vous parle? Ça vous verrez plus tard? J'ai piscine. Il n'y a que les anciens qui me posent des questions. Ça veut dire que vous avez vraiment intérêt à vous rappeler de ça plus tard parce que ça fait mal. Oui, pardon, excuse-moi. Oui. Ouais. Ah oui, tout, les mots de passe de prod. Oui, bah, il faut tout. Il y a des structures de vault et compagnie, de gestion de secrets et compagnie, mais il faut que tout y soit parce que pouvoir changer les mots de passe, il faut. Ça, c'est la partie la plus compliquée, hein, gérer les mots de passe dans un système de gestion de source. Mais non, quoi, il n'y a pas de limite, c'est tout.
l'infra. Et maintenant, avec Docker et compagnie, c'est de plus en plus facile de tout commiter, quoi. La config de l'OS, les versions, tout. Et nous, non. Mais c'est un autre système de build qui build l'infra ou qui peut déployer l'infra. On a plus du Ansible que nous, on joue. Là, on peut être extrême quand on a à le faire beaucoup, mais nous, on n'a qu'une douzaine de serveurs qu'on gère plutôt à la main. Donc, sur cette partie-là, voilà. Et c'est pas là où on a le plus d'incidents de prod. Donc, si j'avais beaucoup d'incidents, je l'automatiserais. Là, ça va. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas couvertes selon vous, des questions, des parties curieuses? Merci beaucoup. Oui, oui, si des gens veulent essayer de venir bosser chez les Furets en stage ou même après, on a plus de mal à trouver des développeurs à embaucher que des stagiaires. Je pense que vous n'aurez pas trop de mal à trouver de l'emploi en sortant en ce moment. Donc en fait, ouais, des stagiaires, je suis en train d'augmenter un peu la quantité de stagiaires parce que c'est plus dur de recruter. Merci. Et donc, ouais, dimitri.bailey@lesfurets.com si vous voulez, ou sinon vous contactez Antoine ou sur les Furets. Il y a de quoi nous rejoindre. Merci beaucoup.